Alors, on va entrer maintenant dans le sujet plus spécifiquement digitalisation au service de la fonction RH. Juste pour rappeler, notamment autour des dossiers individuels de carrière, qu'on soit en public ou en privé, les chiffres sont impressionnants. Puisque chaque personne en situation de travail, qu'il soit dans un organisme public ou dans une entreprise privée, de fait, doit bénéficier, bonjour monsieur, d'un dossier individuel qui va permettre de regrouper toutes les informations liées depuis son embauche jusqu'à la fin de son parcours professionnel, quelle que soit la destination. Il peut avoir à changer d'organisation ou être muté dans une autre structure. Eh bien, on va avoir besoin, parce que la loi l'y oblige, d'avoir un dossier lié à ce parcours de carrière. Donc, quand on regarde les chiffres, ce sont tout simplement les chiffres liés au marché de l'emploi, on va dire aussi simplement que ça, et au nombre de salariés ou d'agents ou fonctionnaires qui sont dans la fonction publique. Derrière, on sait qu'on a des contraintes de conservation, puisque là aussi, on n'est pas sur un sujet ponctuel lié juste à la période d'activité de la personne, mais qu'on va devoir conserver pour un temps, alors qui peut être différent fonction de la nature de son organisation, mais on va devoir malgré tout conserver selon des délais de prescription, parce qu'à tout moment, un ancien salarié peut avoir à réinterroger sa structure précédente ou un agent peut avoir à réinterroger sa collectivité ou son établissement public sur un certain nombre d'années pour pouvoir récupérer de l'information, faire revaloriser certains droits, etc. Et donc derrière, on a au-delà même du passage, on va dire, professionnel de la personne, des obligations de conserver une grande partie de l'information qui va se trouver dans ce dossier pour des périodes qui peuvent aller de façon assez longue. On est encore dans un univers assez papier, mais on est plutôt dans un monde hybride. On a beaucoup de documents papier sur les parcours des personnes. On a encore beaucoup d'organisations où tout simplement le contrat est signé de manière manuelle, même si la signature électronique se développe aussi sur les contrats de travail, et c'est plutôt un axe d'orientation intéressant. Mais qui dit signature électronique dit conservation électronique, puisque, juste je finis, je vous laisse la parole, si on réimprime du papier signé électroniquement, on a perdu la valeur de preuve du document signé électroniquement. Oui, ça c'est une réglementation qui dit que les délais de prescription sont de 10 à 30 ans après la date de départ. Les délais sont sur les contrats salariés, vous avez une durée de conservation liée post-départ du salarié avec une obligation. Mais pour tout le dossier salarié. Alors, pour une grande partie des pièces, toutes les pièces engageantes, c'est-à-dire un contrat, des avenants, des notations, des évaluations. Donc, il y a tout un ensemble documentaire qui est soumis à la conservation au-delà du départ. Parce que moi, on m'a fait valoir la loi RGPD en me disant qu'on ne conservait rien au-delà de 3 ans. Alors, la problématique on va dire, de travailler, et parce qu'il faut aussi effectivement rentrer la problématique du respect de la conservation des données à caractère personnel, il faut aussi vérifier le délai de prescription. Or, sur un délai de prescription, sur un dossier de salarié, il est plutôt de 5 ans ou de 10 ans selon le sujet. Donc, si vous éliminez tout au bout de 3 ans, vous risquez d'avoir un vide lié à un possible recours d'un salarié. Mais tout ne se garde pas non plus 10 ans. Donc, il y a du tri à devoir faire. Et dans la fonction publique, le délai est lié à la date de naissance, qui équivaut souvent à entre 20 et 30 ans au-delà du départ, puisqu'en fait, c'est 80 ans, date de naissance de la personne concernée. Partant du principe que on va partir, si on part en retraite, parce que le départ n'est pas lié uniquement au départ en retraite, on va partir entre 60, 64, etc. On va devoir encore garder au-delà un certain nombre d'années. Et là aussi, et c'est là aussi où le rôle du RGPD est important, c'est qu'il apporte un regard complémentaire qui permet de préciser qu'est-ce qu'on va pouvoir conserver et qu'est-ce qu'on va devoir éliminer. L'exemple, c'est notamment lié à tout ce qui est disciplinaire. Vous savez que le disciplinaire se garde sur une durée selon la nature de la mesure disciplinaire qui a été prise. Par exemple, le blâme se garde 3 ans au-delà du blâme et ensuite on doit
le détruire. Hein, on n'a pas à conserver dans le dossier, même si la personne continue sa carrière professionnelle, trace de ce type de mesures disciplinaires. Donc, il y a aussi cet exercice à avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y a la problématique de l'organisation pendant le temps, on va dire, d'activité de la personne à mettre en œuvre, mais il faut aussi penser la suite. Et c'est une des complexités de ce type de projet par rapport à d'autres sujets qu'on peut avoir en organisation publique ou privée, où autour de la RH, il faut travailler aussi sur l'après. Le départ de la personne ou du salarié donne malgré tout des contraintes sur lesquelles on doit rester extrêmement vigilant. Et tout ça fait qu'on est face souvent à des volumétries très importantes. Alors, selon la taille de l'organisation, tout à l'heure, Claire Fouquier vous parlera du cas de la région Île-de-France. Il y a des collectivités qui sont plus petites en taille, donc la volumétrie, qu'elle soit numérique ou qu'elle soit papier, est plus restreinte. Et puis, vous avez des structures où, au contraire, la volumétrie peut être très importante parce que c'est lié effectivement au nombre de personnes employées. Sur le public, juste un focus, mais sur l'article du Code civil s'applique pour tout le monde. Il y a un certain nombre de réglementations qui sont importantes à avoir en tête. Là, j'ai juste cité, parce que la loi, en fait, a pris en main le sujet, et ça, c'est important de savoir que le législateur s'est fortement positionné sur l'accompagnement à être demain dans une archive tout digital, dans un dossier tout digital lié au parcours professionnel. Donc, vous avez un certain nombre de textes qui jalonnent, on va dire, la structuration et l'organisation orientée numérique de la conservation de ce dossier individuel. Je vous cite notamment les décrets 2011 et 2012 qui structurent ce que c'est qu'un dossier digital pour un agent et fonctionnaire. Le décret de 2012, l'arrêté de 2012 donne même une structure de cadre de classement qui a souvent été récupérée par les éditeurs de logiciels de gestion électronique de documents qui paramètrent en amont la structure de leur base de données sur la base de cet arrêté. C'est-à-dire qu'ils ont bien compris que des entités publiques vont s'appuyer sur cet arrêté pour organiser la constitution du dossier et donc d'entrée de jeu, ils fournissent, on va dire un peu sur étagère déjà, des systèmes de gestion électronique de documents pour les dossiers individuels qui suivent l'organisation que définit cet arrêté. Et dans cet arrêté, vous avez aussi tout le jeu de l'information autour des durées de conservation. Et c'est là où on voit que un arrêt de travail ne se conserve pas comme un contrat de travail, ni comme un relevé d'heures, etc. Donc, la notion du dossier, qui est une notion de regroupement d'informations, nécessite très souvent d'aller plus loin, de rentrer dans le contenu de chaque dossier et de pouvoir derrière vérifier de la conservation ou pas. Et il est clair que quand vous avez la mesure de l'impact de la réglementation sur les données à caractère personnel autour de la fonction RH, l'important pour eux, c'est de vérifier qu'on prend bien en compte les différentes natures de données qui se trouvent dans le dossier et qu'on y applique bien des règles de cycle de vie, mais qu'on ne fait pas une sorte de synthèse un peu globale, générale, et qu'on applique le même délai un peu à tout. Là, nous, on est en train de travailler justement sur une note d'impact de la réglementation sur les données personnelles dans un projet d'un organisme public, d'un dossier qui sera tout digital. Eh bien, ça nous demande d'identifier par nature d'information, de nature de données, quel est le cycle de vie qui va être mis en œuvre et que le système informatique va pouvoir traiter. Puisque l'objectif aussi, c'est d'utiliser les outils informatiques pour faciliter les étapes de tri, notamment. Et ça, ces règles-là de cycle de vie et de réglementation, si j'ose dire, sont différentes au sein de la fonction publique et dans le privé. Alors, il y a des règles qui sont communes et des règles qui sont différentes, effectivement. Et ça oblige, effectivement, à devoir, dans les deux cas, côté public, de se pencher sur les règles à mettre en œuvre. Et quand on est plutôt dans un organisme de nature privée, effectivement, à se pencher sur les règles de nature privée. Après, vous avez aussi les organismes qui ont des missions de service public et qui doivent aussi prendre en compte où se trouve la gestion des salariés ou des agents de leur établissement pour s'assurer s'ils sont sur un droit privé
ou sur un droit lié à la fonction publique. Donc, il y a un travail qui est toujours à monter avec notamment des responsables juridiques de vos organisations et puis également le délégué à la protection des données, hein, le DPO, le DP, si vous en avez un, ou si vous avez une ressource à ce niveau-là, il est important de les associer à la réflexion générale. Et puis le point qui, alors valable pour tout le monde, c'est l'article du Code civil qui a toute son importance aussi, hein, et qui a comme vocation de permettre à la copie fiable, c'est-à-dire à la dématérialisation, d'apporter sur l'objet numérique issu de la dématérialisation une valeur de preuve, et donc de pouvoir éliminer le papier, alors dans des règles là aussi à définir, mais en toute sécurité. Et vous avez, grâce, donc ça date de 2016, donc maintenant il y a quand même quelques années, un certain nombre d'organisations qui ont pu accélérer leur mutation vers la digitalisation, et pas que la fonction RH, hein, mais aussi la fonction RH, parce que on pouvait, à ce titre, en reprenant du papier, le traiter de façon à pouvoir produire une copie fiable et donc de pouvoir éliminer l'origine papier qui était au départ conservée. Et donc d'être dans un tout numérique. Alors, il y a aussi l'État qui s'est saisi du sujet. Donc, il y a la loi, il y a l'État. Je vous ai mis là les éléments du plan, de la feuille de route de l'État qui est 2023-2027. Donc, la feuille de route réactualisée. Il y a eu une feuille de route dans les années 2019-2022. Et donc, celle-ci, c'est la nouvelle feuille de route qui a été publiée par notamment la DINOM, qui est la direction du numérique au niveau de l'État et qui a pour vocation de mettre en œuvre un certain nombre de programmes ou d'accompagner la transformation des activités de la fonction publique vers un tout numérique. Et donc, cette feuille de route est structurée en plusieurs axes, mais notamment autour de la feuille de route spécifique pour les systèmes d'information ressources humaines, ce qu'on appelle les SIRH. Ils ont effectivement développé un certain nombre d'axes. Quand on les regarde rapidement, ça parle de mutualisation, ça parle évidemment de dématérialisation, ça parle de sécurité aussi, et puis ça parle, vous voyez, à travers la maîtrise des données RH, un travail très fort orienté autour des données et notamment aussi autour des données à caractère personnel. Donc, il faut voir qu'il y a la loi qui s'applique effectivement aux différents univers professionnels et il y a l'État qui, d'autant plus pour le secteur public de manière très générale, l'administration territoriale, les collectivités, les établissements publics, c'est aussi, on va dire, imprégné du sujet et plutôt là en force d'incitation pour aller vers du tout digital. Et puis, il y a les pratiques et il y a les besoins, les usages. Et vous savez que nous menons, nous, régulièrement une enquête annuelle autour de la gouvernance de l'information numérique et des données. Et donc, nous interrogeons régulièrement des organisations, tous secteurs confondus, sur un certain nombre de thématiques et notamment sur les priorités autour de la numérisation, de la dématérialisation, qui sont données autour des organisations. On peut voir que le sujet des ressources humaines dans sa globalité, pas seulement, on va dire, pointant tel ou tel sujet, le recrutement, la formation, l'embauche, ou la gestion, ou on va dire la paye, mais de manière générale, le sujet des ressources humaines est fortement appuyé par la volonté d'être transformé dans ces organisations et donc de pouvoir y apporter une digitalisation assez massive. C'est le 4e sujet. Alors, vous avez des sujets comme tout ce qui est finance, facture, marché, achat, où la loi, de toute façon, a posé son cadre, renforcé d'autant plus avec la facturation électronique, qui, même si elle a été un petit peu décalée dans le temps, va se trouver en place dans les années 2025-2026. Les ressources humaines, il n'y a pas une loi qui l'encadre comme devant être orientée digitalisation, mais effectivement, avec l'ensemble des moyens mis en œuvre et cette volonté d'aller vers la digitalisation, eh bien, les ressources humaines sont un des sujets prioritaires sur lequel se penchent les organisations qui veulent réorganiser cette fonction. Alors,
de manière, on va passer peut-être un tout petit peu plus de temps sur cette slide-là. Dans nos convictions à nous sur des projets de ce type-là, autour de la digitalisation de la fonction RH, nous portons un certain nombre de convictions. Pierre a évoqué tout à l'heure la problématique autour de l'éco-responsabilité, en disant on est sur un modèle général, un modèle complet qui part des flux entrants jusqu'aux flux sortants. Ce modèle-là, pour nous, il est central, y compris dans le cadre de la fonction RH. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas simplement à un sujet, qui serait par exemple les flux entrants, c'est-à-dire les courriers reçus par une organisation quelle qu'elle soit, et sur lequel on dirait il faut d'abord travailler sur ce sujet-là. Est-ce qu'on dématérialise tout partie, comment, avec quels moyens? Mais regardons d'abord ce sujet-là et on verra ensuite la suite du modèle. Notre conviction à nous, c'est que l'efficacité dans la digitalisation, elle n'existe que si on met en place l'ensemble des flux. Alors bien sûr, on va y aller de manière progressive, parce que la révolution, ça a du bon, mais ça peut être aussi un peu déstabilisant. Et puis, ça nécessiterait beaucoup d'énergie à mobiliser en une fois. Mais l'idée, c'est bien de se projeter dans un modèle global en disant, on va peut-être démarrer avec les flux entrants, mais l'objectif de ces flux qui seraient digitalisés dès l'entrée, eh bien, c'est de leur permettre de circuler aussi de manière digitalisée, voire d'être instruits de façon digitale et d'être peut-être signés en termes de résultats de manière numérique, d'où l'importance que l'on voit d'ailleurs dans beaucoup d'organisations de l'implantation de la signature électronique en fin de phase d'une instruction quelle qu'elle soit. Et Dieu sait qu'en RH, il y a un nombre très important d'instructions qui nécessitent de finaliser l'instruction avec un courrier, un document, un arrêté qui devra être soumis à une signature. Et au-delà, à partir du moment, comme je le disais tout à l'heure, si on signe électroniquement, eh bien, il faut garder la preuve électronique. On ne va pas refabriquer du papier à ce stade-là, parce qu'on fabrique dans ces cas-là tout simplement qu'une copie. On perd la valeur originale ou la valeur de preuve que portait le document original. Et puis, on commence à voir se développer aussi le flux sortant, c'est-à-dire l'envoi vers le salarié, l'envoi vers l'agent, qui peut prendre aussi une forme électronique. Ça peut être à travers le dépôt dans un coffre-fort. Après tout, le bulletin de paye est un flux sortant, puisque c'est le résultat de l'instruction de la rémunération qui est faite mensuellement. Et le fait d'aller déposer dans un coffre-fort le bulletin de paye pour que l'agent ou le salarié puisse le récupérer ou en tous les cas puisse y accéder, on est dans un process qui va jusqu'au flux sortant en tout numérique. Et vous avez un autre, on va dire, dispositif qui se développe beaucoup au niveau du flux sortant, c'est la lettre recommandée électronique. Et Dieu sait que la fonction ressources humaines a un usage relativement élevé du courrier électronique, pour plein de raisons qu'on ne définira pas là. Mais de fait, aujourd'hui, la lettre recommandée électronique est aussi un dispositif sortant, on va dire, vertueux, puisque tout digital également. Alors, quand on s'adresse à un particulier, il y a un certain nombre de contraintes, notamment autour de la lettre recommandée électronique, et notamment parce qu'il faut l'accord du destinataire pour la réception de la lettre recommandée en format électronique. Si on n'a pas cet accord, eh bien, on va à ce moment-là repasser par une lettre recommandée papier. C'est là où on est encore dans un monde un peu hybride qui est en train de s'installer, mais c'est relativement nouveau par rapport à d'autres dispositifs. Donc, la conviction qu'on porte, nous, et que l'on voit se mettre en œuvre et que l'on accompagne, on a cette chance-là de travailler pour un certain nombre de directions de ressources humaines, c'est de prendre en compte la totalité de ce modèle. Alors, après, on peut partir, évidemment, d'un élément du socle. Est-ce que c'est autour de la conservation, du stockage, par exemple, et nécessairement, si on est sur un dossier courant actif, on va parler plutôt de gestion électronique de documents, qu'on va de plus en plus interconnecter avec le système d'information métier, avec le SIRH. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'informations qui sortent du SIRH directement et dont l'intérêt, c'est de pouvoir le déposer immédiatement, notamment dans le dossier de la personne qui est concernée. Donc, la connexion aussi entre les systèmes
fait partie de ce qui est très souvent attendu par les équipes RH. C'est aussi un confort de travail, un gain de temps et très clairement une véritable sécurité de pouvoir connecter. Donc, on peut partir de cette brique-là et rayonner sur l'amont qui va être l'entrant et l'aval qui va être le sortant, ou l'archivage électronique, qui est aussi l'élément qu'il faut prendre en compte, puisque lorsqu'un dossier est clos, parce que la personne a quitté son organisation, eh bien le dossier, il y a un délai de conservation qu'on évoquait précédemment, et donc il est intéressant de basculer dans un système d'archivage électronique le dossier de la personne qui a quitté l'organisation. Donc on peut rentrer par ce modèle-là, on verra qu'à la région, c'est un peu par là que le sujet est né, comme on peut rentrer par, on va dire, une logique de flux et plutôt démarrer au stade des flux entrants. Vous savez que se développent aussi beaucoup les portails avec les salariés ou avec les agents, qui sont des espaces pour mieux échanger avec la population pour lequel on génère un certain nombre d'interactions au niveau RH, que ce soit des agents ou que ce soit des salariés. Donc le portail, c'est un espace d'échange sur lequel aujourd'hui un salarié peut déposer son arrêt de travail, par exemple, l'agent également, comme on peut y déposer le contrat qu'on vient de signer ou l'avenant, et qui va être ensuite traité, instruit par le gestionnaire qui va avoir en charge de prendre cette action. Donc au niveau des flux entrants, on est déjà dans un monde un peu hybride qui se développe assez rapidement. Il reste encore beaucoup de documents papier, dans le sens où il y a encore des salariés qui écrivent de manière manuelle ou des agents qui transmettent sous forme courrier. Et donc, très souvent là, il y a plutôt une chaîne de numérisation qui se met en place pour pouvoir traiter à l'entrée le courrier reçu physiquement et en faire effectivement un document numérique qui va ensuite être traité numériquement. Donc, on peut aussi rentrer par ce côté-là. Voilà, il n'y a pas une porte idéale pour fonctionner dans la digitalisation de la fonction RH. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut avoir à un moment donné une vision globale, une vision complète qui donne ce que j'ai identifié à travers les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, globalement 5 dispositifs qui vont devoir travailler ensemble, être interconnectés, une chaîne de capture pour de la copie fiable, ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à des documents entrants qui pourraient encore être des documents papier. C'est là d'ailleurs où on voit se développer aussi des logiciels d'intelligence artificielle sur la chaîne de capture, avec de la LAD, de la RAD, de l'extraction de données, de la qualité de données, de façon à nourrir aussi l'étape suivante, qui est celui de la gestion électronique de documents pour instruire, pour suivre la décision, pour produire le document. Un dispositif autour de la signature électronique. La fonction RH est la deuxième fonction dans une organisation qui s'équipe de signature électronique. Les premiers ont souvent été les marchés publics, de fait des contraintes réglementaires il y a maintenant quelques années. La fonction suivante, au-delà, on va dire, d'une direction générale, c'est plutôt la fonction RH qui porte le besoin de fait de la multiplication des interactions et de la production d'informations qu'ils ont à faire, qui sont demandeurs de signature, avec le grand débat sur le niveau de signature, on n'y rentrera pas là, mais là aussi, il y a un vrai sujet qu'il faut instruire avec des juristes, notamment sur faut-il une signature qualifiée pour signer certains documents? Peut-on se contenter d'une signature simple? Où se trouvent les certificats? On sait que dans un certain nombre d'organisations publiques, les cartes agents portent elles-mêmes un certificat qui peut être tout à fait utile dans le cadre de l'usage de signature, et puis dans d'autres cas, c'est pas suffisant. Voilà, il y a aussi un sujet en tant que tel. Chaque sujet est un tout, on va dire, qui nécessite une instruction spécifique, mais en même temps, c'est l'ensemble de ces dispositifs qui va permettre d'être dans un flux complet. Le système d'archivage électronique que j'évoquais tout à l'heure, puisqu'il y a des obligations de conservation ou de signature électronique, parce qu'à partir du moment où vous signez en qualifié, avec une signature de niveau qualifié, un document RH, vous devez mettre en place un dispositif de conservation sécurisé. Et la plupart du temps, c'est le système d'archivage électronique qui répond à cet élément de conservation. Et puis, comme j'évoquais tout à l'heure, le flux sortant, notamment le coffre-fort numérique, qui peut dire merci à la période de Covid, puisqu'en fait, beaucoup d'organisations, dans cette période-là,
de fait de la difficulté à pouvoir transmettre des éléments, des documents à leurs salariés ou leurs agents, eh bien, ont mis en place des coffres-forts numériques qui ont permis effectivement de pouvoir distribuer mensuellement le bulletin de paie qui avant était souvent remis manuellement ou sous forme de courrier interne distribué dans les organisations. Donc voilà, on est bien sur un modèle complet et c'est ça qui pour nous est très important. Juste pour vous donner une illustration, ça c'est un exemple de déclinaison dans une structure publique sur laquelle nous travaillons actuellement. L'idée dans ce modèle-là, avec une GED qui est au cœur du dispositif, avec, vous avez juste au-dessus le gris-gris de la signature électronique qui est en train d'être déployé dans cette organisation publique. L'objectif, c'est que les bureaux de gestion de la DRH, que ce soit la formation, le recrutement, la gestion de carrière, la paye, puissent interagir et déposer les informations qu'ils génèrent dans le cadre d'une GED liée notamment au dossier de carrière de façon totalement numérique et ponctuellement, en fonction des besoins, de faire ce qu'ils appellent une reprise à la volée quand il y avait un historique papier. C'est-à-dire que là, on est dans un modèle où le papier reste en place, sauf si on a besoin de se pencher sur un document qui a été fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, parce que la personne concernée est toujours en poste, alors on va reprendre la partie historique du papier. Ils ont préféré gérer en gardant l'historique en papier, mais en capitalisant sur toute nouvelle action, tout nouveau flux pour une personne en poste avec du tout numérique. Et puis derrière, se met en place également un système d'archivage électronique pour toutes les personnes qui ont quitté cette organisation publique, que leur dossier soit transféré depuis la GED, on va dire active, directement vers le système d'archivage électronique pour être conservé, sécurisé, sous le contrôle d'un responsable archive, comme on le faisait avant, tout simplement avec le papier. Voilà, je vais conclure juste là et puis je vais laisser après la parole à Claire Fouquier. Donc, qu'est-ce qui aujourd'hui, on va dire, permet d'aller vers une digitalisation de la fonction RH? Le contexte le porte, j'ai parlé tout à l'heure du renforcement de la réglementation, du rôle de l'État, mais également tout simplement l'accroissement des volumes, des transactions, des flux. On parle beaucoup d'infobésité, d'avoir de plus en plus d'informations qui circulent. On a aussi un système de double flux. On transmet en papier, mais on envoie aussi en numérique, un peu comme un système de sécurité ou d'accélération du temps. Donc, on est face, et les RH sont souvent face à une multitude de transactions et à une volumétrie qui s'accroît. La digitalisation, c'est aussi un moyen de canaliser cet accroissement. Pourquoi ? Parce qu'on peut permettre d'identifier si le document, on l'a déjà reçu, s'il a déjà été numérisé ou si on va capitaliser sur celui qu'on reçoit en tout numérique. Il y a également l'évolution des process métiers. De plus en plus, vos outils permettent des transactions. Je parlais des portails agents. Vous avez beaucoup de systèmes d'information RH qui développent ces modules portail agent ou portail salarié, qui donc renforcent la qualité de l'échange en tout numérique avec les salariés ou les agents. Donc, on est dans un système qui embarque un peu plus encore de l'information. Oui. Si jamais vous mettez en place un système de signature électronique sécurisé, vous avez plutôt tendance à préconiser un SAE derrière ou vous avez différentes étapes avant d'y arriver? Les deux. En fait, on va le préconiser, mais dans les faits, on peut imaginer que le système d'archivage électronique, qui souvent est un système à l'échelle de l'organisation complète, il va être mis dans un second temps en place. Après, il faut soit identifier une situation intermédiaire qui permet quand même de sécuriser ce qui a été signé en électronique, avec un coffre-fort, par exemple, qui est souvent un sujet qui permet temporairement d'assurer la conservation. Mais effectivement, le système d'archivage électronique, il est identifié très tôt, mais dans les faits, il peut peut-être arriver ultérieurement, parce qu'encore une fois, ça peut être très compliqué d'avoir à porter tous les sujets en même temps. Et puis, j'évoquais, les collaborateurs sont eux-mêmes acteurs de ce changement. Aujourd'hui, quelqu'un qui est en arrêt maladie, il envoie son arrêt sous un format numérique, ne serait-ce que parfois, il l'a même reçu numériquement de son médecin. Donc, voilà, donc il va le transmettre numériquement à son gestionnaire pour qu'il puisse le traiter à ce niveau-là. Donc, voilà.
Bah oui, mais voilà, on y va. Après, ça peut prendre quelques étapes, et voilà, il y a toujours un peu de temps. Mais quoi qu'il arrive, on est bien dans un mouvement d'ensemble là, qui s'y porte.